Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que encore une synchronicité a fait qu'en fait, je souhaite vous partager un événement assez ancien pour lequel je me suis confiée à peu de personnes et peut-être pas toujours les bonnes. Mais je m'étais dit que c'était le moment d'en parler avec vous, que ça n'augure pas la vérité absolue, qu'on est dans un espace de partage et de compréhension et que ce qui compte, c'est les informations qu'on peut recevoir. Voilà. Alors, je voudrais vous parler de Johnny Hallyday. Il faut savoir que moi, cet artiste, forcément, il est connu. En tant que Française, forcément, je connais son nom, mais je me suis pas nécessairement attardée sur ses œuvres. Je n'écoute pas ses œuvres spécialement. Je ne connaissais pas grand-chose de sa vie, bon, malgré le fait qu'il soit très très connu. Et puis, voilà, c'est peut-être parce que ça n'appartient pas à ma génération non plus, d'écouter ses chansons. Peut-être que je trouve qu'il y avait trop d'idolâtrie autour de lui et ça, c'est pas forcément quelque chose, qui correspond à mon caractère. Voilà, ouais, bien sûr, j'apprécie, certains artistes, certains acteurs de cinéma, actrices, et cetera, mais voilà, toute raison gardée, je ne sombre pas dans l'idolâtrie, voilà. Hem, donc moi, à la base, je sais rien de Johnny. Je vous fais part d'un rêve de clairvoyance contrôlante qui a eu lieu 5 ans après son décès, à savoir en ce qui me concerne le 26 juin 2022. Donc je précise que le PRK sous forme individuelle, je l'utilisais depuis octobre 2020 en connexion à distance et courant février 2021, je suis passée à la version physique. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'avais le PRK. Donc je vais vous expliquer pourquoi après à la fin, en seconde partie, je vais vous faire part d'une autre partie du rêve. C'est vraiment des choses dont j'aime pas parler en public, mais véritablement. Mais je me dois parfois de vous partager certaines choses, voilà. Euh, Ça va être difficile d'être concis parce que mes rêves sont très compliqués. Si je vous disais la quantité de masse de travail que j'ai, d'informations, etc. Voilà. Sauf que là, quand on parle quand même de la conscience collective, on parle d'un personnage public, on parle d'un homme qui a marqué le patrimoine culturel français à sa façon, et il est important pour beaucoup de personnes, voilà. Et donc, il n'y a pas non plus de hasard si je l'ai croisé, c'est pas particulièrement parce que je l'adore ou que j'écoute ses musiques ou quoi. Le point commun, c'est simple, c'est que j'habite tout simplement très près de l'endroit où il a vécu la dernière fois avant de partir. Voilà, tout simplement pour ne pas prononcer un autre mot, puisque aux yeux de Dieu, nous sommes vivants euh, éternellement et que justement, vous allez voir ce petit voyage. euh, donc, qui a eu lieu le 26 juin 2022, soit plusieurs années après son départ. Donc, de mémoire, hein, sa fiche Wikipédia indique qu'il est parti le 5 décembre 2017 dans sa demeure de Marne-la-Coquette, qui est située dans les Hauts-de-Seine. Et il faut savoir que je demeure depuis 2019 à proximité, mais vraiment très très proche de l'endroit où il vivait, de l'endroit où quelque part il a souffert et où il est parti. Et c'est l'explication que j'ai sur pourquoi je l'ai rencontré. Parce que finalement, en fait, on est voisins, et à ce moment-là, on était encore voisins. Voilà. Et donc, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est que c'était une nuit où j'avais suffisamment dormi pour une fois, parce que quand on est en carence de sommeil, c'est moins évident de pouvoir déclencher des voyages hors du corps, entre guillemets. Et, euh, et donc, dans ces moments-là, on est bien reposé et tout, on peut voir, voilà, donc sachant que le PRK est présent, évidemment, et qu'il influence tout un tas de situations, que ça soit de jour ou de nuit, pendant ces fameux voyages-là. Voilà. Et donc, je rencontre Johnny. Pourquoi? Parce que, un petit peu comme on irait sur le Bon Coin pour acheter des trucs d'occasion pour s'équiper, et ben moi, j'avais besoin de m'équiper.
Et il s'avère que Johnny vendait d'occasion un immense lit, qui ressemblait à un lit japonais, on va dire, mais ses particularités très précises, c'était ses dimensions. C'est-à-dire qu'on était sur un lit qui faisait 2 mètres sur 4, qui était vendu avec des petites tables de nuit, voilà, des choses très très simples. Et je me souviens que je suis allée à la rencontre, en fait, pour lui acheter les 10 objets, à pied, parce que en plus, dans la vraie vie, je n'ai pas de voiture, je suis pas véhiculée, donc je n'avais pas d'outils enfin, d'outils assez importants pour pouvoir les transporter. Vous savez que dans ces mondes-là, tout est facile, tout devient léger, et donc, euh, et donc j'arrive à sa rencontre et je lui paye en cash, en fait, les meubles en question, qui revêtent une symbolique assez intéressante, puisque dans l'interprétation des rêves selon Ibn Shirin, et selon moi, c'est le meilleur livre de romancie que j'ai pu connaître, parce que je collectionne les livres sur les rêves, et j'attends avec impatience que celui de Grabovoi sorte, sauf qu'apparemment l'humanité n'est pas encore prête, donc il s'en est arrêté à l'introduction. Et, euh, et donc, en fait, le lit, ça représente le couple qui est le fondement de la famille, et de la famille élargie du fait de la dimension du lit. En tout cas, le lit, c'est le couple, c'est le mariage, mais les tables de nuit, tout ça, c'est les enfants, c'est la famille nucléaire, on va dire, hein. Tout ce que comporte une chambre à coucher, ça va être plutôt la représentation allégorique de la famille nucléaire au sens de l'interprétation d'Ibn Shirin, d'accord? Voilà. Cela dit, dans Grabovoi, on sait que tout objet est un objet d'information. Donc il y a une information. Donc moi, je lui achète le lit. Il se préoccupe de savoir comment je vais le transporter jusqu'à chez moi. Alors je dis ok. euh, bon comment faire? Non, mais en fait, je savais tout à fait comment faire. Je lui ai dit ne t'inquiète pas, j'habite pas très loin et j'avais un petit chariot. C'est un chariot de plage, mais que j'utilise quand j'ai besoin de bouger des trucs, déménager des trucs, parce que vous vous doutez qu'avec tous mes problèmes de dos, il y a pas mal de choses qui sont compliquées autour du port de charge, euh, et aussi très particulièrement, juste pour faire mes courses, tout simplement, j'ai été obligée d'inventer un système spécial pour pouvoir faire mes courses de façon autonome. Mais bon, voilà, là où je me trouve, quand même, il y a des services de livraison assez développés, donc j'essaie de mixer un petit peu. Ça, c'est une parenthèse pour expliquer que dans cette 5D, il y a des éléments de la réalité 3D qui restent quand même, qui demeurent. Donc le lit, je l'ai emporté sans trop de difficulté et je vois très nettement l'échange de billets, les billets de 20 euros, les billets de... Voilà, avec lui. Donc il me vend ce lit, ses tables de nuit, etc. Bon. Mais suite à ça, il m'invite gratuitement donc à une série de concerts qui devait avoir lieu un week-end complet, du vendredi au dimanche. Vous voyez, c'est très très précis. Et, euh, et en fait, je viens et il fallait dormir sur place, etc. Et c'est fou, je croise même une de mes tantes qui ne vit pas du tout près de moi, en fait, mais dans le rêve, c'est comme si on vivait l'une près de l'autre et que je lui demandais de me déposer entre deux pour pouvoir rentrer dormir chez moi avant de revenir au concert. C'est comme s'il avait créé un festival, mais pour lui tout seul. Mais ce qui est important de noter, en fait, dans cette vision, c'est que Johnny, il était en parfaite forme, il était en pleine forme, en pleine santé, il allait très bien. Et c'est comme ça qu'il est apparu. Voilà, et donc je suis allée, j'ai répondu quand même à son invitation, et il était en pleine forme. Et je peux dire même qu'il avait utilisé un registre de chansons qui était très très différent du style qu'il nous a proposé, en tout cas durant cette vie. C'était des styles beaucoup plus doux, et je constatais que ça allait encore beaucoup mieux avec la tessiture de sa voix, parce qu'il me semble qu'il est baryton, je crois, je sais plus. Parce que vous savez, il y a des auteurs des intervalles de notes très précis pour les voix, et il me semble que Johnny Hallyday, il était baryton. Voilà. Euh, il a un très très beau timbre de voix, il faut le dire. Voilà. Après, bon, ses chansons, c'est les goûts et les couleurs, voilà. Et donc, bon, voilà, ça s'était très bien passé. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est que
moi, après ça, je me réveille, sachant que il y a une autre partie du rêve qui se passait autre part, hein, que je vous expliquerai après pour ceux qui voudront rester, qui marque vraiment un saut quantique très important à ce moment-là. Le fait que j'ai pu le voir, bah, c'est simple, c'est qu'il était encore dans le champ, enfin, il était encore en train de traîner dans les parages, voilà, tout simplement, et qu'il cherchait peut-être à solder des choses, et qu'à ce moment-là, j'ai pas tout à fait compris qu'en fait, l'invitation, c'était de l'aider tout simplement à bah, réintégrer un corps physique, tout simplement, voilà. Donc ça, je m'en suis occupée plus tard. Ok, mais à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore voilà, le niveau de compréhension suffisant. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait aussi un message qui était personnel là-dedans. Voilà, mais ça, je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça m'a poussé à faire après? Comme je ne connais pas grand-chose de sa vie, pour comprendre le sens des rêves, parfois, on a besoin de se documenter, de voir qu'est-ce qui correspond à la réalité ou pas, etc. Et c'est comme ça que j'arrive à résoudre des nœuds en lien avec des vies antérieures, etc., qui vont m'apparaître dans des rêves. C'est qu'après, je vais aller vérifier. Bon, heureusement, avec Internet, maintenant, on peut vérifier un paquet d'informations, mais en fonction des éléments très très précis que je peux voir dans les rêves, je peux aller vérifier la véracité factuelle de ce que j'ai vu, si c'est vrai ou pas, si tel meuble existait à tel endroit, à tel moment, si les gens avaient telle ou telle mœurs, est-ce que sociologiquement c'est cohérent, est-ce que les lieux ressemblent, etc. Et on retrouve des éléments, enfin ne serait-ce qu'avec Google Maps, etc. Et donc là, je pars dans une espèce de période où j'essaye de comprendre sa vie, de comprendre, voilà, au-delà du personnage mythique qu'on nous donne, j'essaie de comprendre parce que je sais ce que représente la symbolique du lit, les tables de nuit, etc. Donc, ok, tout ça, c'est bien. Bon, à ce moment-là, je comprends pas tout à fait que je l'ai croisé quelque part. Il pouvait percevoir chez moi euh, l'information du PRQ qui était présente dans mon corps et dans mon esprit, etc., puisque j'ai projeté mon esprit, et que il a dû détecter que j'étais en capacité de l'aider, voilà, du fait de cette énergie du PRK qui était derrière, voilà, et donc bah, de transmettre aussi un message, voilà, et je pense que la France entière a été assez traumatisée par ce qui s'est passé suite à son départ, quand tout le monde a découvert qu'en fait il a exclu une partie de ses enfants de sa succession, et que ça a créé beaucoup de problèmes, mais bon, il n'est pas le seul, on a eu Alain Delon, et c'est des histoires très courantes malheureusement dans les familles où, où certains parents décident d'écarter un ou plusieurs de leurs enfants. Enfin, moi, ça nous est arrivé à titre personnel, hein. Mon père a été écarté de la succession de son père pour des raisons que je vais pas évoquer ici. Et que quelque part, c'est pas tant une question de matériel, parce que l'abondance, tout le monde y a le droit, et c'est super, c'est une question d'exclusion de sa sphère d'amour, en fait. Voilà, tout simplement, c'est quelque part dire je ne t'aime plus, ou je ne t'aime pas, ou je ne t'ai jamais aimé. Voilà, et c'est humain, en même temps, je peux le comprendre tout à fait. Je veux dire, moi, demain, j'aimerais bien pouvoir avoir le choix de décider à qui je laisse ce que j'ai ou pas. Mais comme je ne crois pas en la mort, et que je n'y crois plus, et que je ne crois qu'en la vie éternelle, eh bien voilà, vous avez la preuve que Johnny aussi, il est éternellement vivant, dans la dimension où il est, mais il continue de vaquer à ses occupations, il continue de travailler, il continue de créer, il a évolué d'une autre façon. Voilà. Quel message on pourrait en tirer de cette expérience en lien avec ce symbole familial émis à travers ces objets d'information que sont le lit et les tables de chevet? Eh bien, peut-être que Johnny est parti avec des regrets, c'est possible. En tout cas, à ce moment-là, il m'a transmis une compétence, une capacité, en lien avec cette structuration familiale, je pense. Mais ensuite, je me suis attardée quand même à m'intéresser à sa vie. Je vous demande pardon pour le manque de clarté et de concision. C'est que bah, j'ai dû regarder des reportages, des documentaires sur lui, sa vie, etc., pour essayer de me forger une idée après cette vision. Et j'ai compris
quelques éléments assez importants. C'est que la famille, ce n'est pas juste le sang, l'ADN partagé ensemble. Voilà ce que j'ai compris, je vais m'expliquer pourquoi. Hem, Johnny Hallyday a souffert de l'abandon quand il était enfant, premièrement par son père, puis par sa mère, qui ensuite s'est remariée et l'a quasi ignoré. Donc Johnny, à la base, c'est un enfant blessé qui avait un besoin d'amour absolument inconditionnel et qui a cherché l'amour toute sa vie parce qu'il s'est marié de très nombreuses fois et beaucoup de ces mariages ont échoué, comme vous le savez, et que ses enfants issus des premiers lits, on va dire, ont été écartés de sa succession. Et, et au regard de ces éléments, je me suis dit, mais quand même, il y a pas complètement de hasard là-dedans. Et on apprend en cours de route, en fait, qu'il a quelque part guéri cette blessure d'abandon à travers ses filles adoptives. Parce qu'en adoptant ses filles, en fait, quelque part, il a racheté quelque part son abandon, alors qu'il a écarté ses propres enfants biologiques. Et la biologie, moi j'ai vraiment compris à travers l'histoire de Johnny Hallyday que la biologie c'est pas une fin en soi en fait. Certes, on se réincarne dans des familles aussi parce qu'on revient vers les gens qu'on aime, c'est évident, vers les âmes avec qui on a l'habitude d'être. Mais au-delà de cela, voilà, je comprends à travers son parcours qu'il s'est marié un nombre de fois assez important, que voire même il a eu certaines déviances, parce qu'il y a une de ses épouses, je crois qu'il l'avait eue déjà, elle était mineure, c'était la fille d'un copain. Enfin, on voit bien qu'il aimait bien aller taper dans les filles de ses copains. Bon, il n'y a pas de jugement de ma part, mais avec ce qu'on vit en ce moment, avec MeToo, MeToo inceste, etc., voilà. Forcément, moi j'ai un avis qui est pas très tendre sur ces questions-là, évidemment avec beaucoup de colère et d'incompréhension face à la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est encore un autre chapitre, parce que j'ai vu en rêve pourquoi ce genre d'incident aussi pouvait survenir. Je pense que c'est avant tout une question d'accident, et ensuite de renforcement de comportements qui ne devraient jamais être renforcés, en fait. Et que si on passait par une éducation beaucoup plus stricte, plutôt que de dire on va rétablir la peine de mort, etc., voilà, je digresse, désolé, mais bon, voilà, parce qu'il y a certains gens qui savent que Johnny Hallyday, voilà, il aimait des femmes jeunes, mais chez lui, c'était une coutume, on va dire. On va dire que c'était assez coutumier, mais Johnny, il avait, voilà, à travers Sylvie Vartan, etc., voilà, il y avait des épouses qui étaient un peu des égales, et ça, je pense que ça l'insécurisait complètement. Parce que finalement, il était en compétition avec ces femmes-là et que finalement, il avait ses propres ombres, ses propres traumas et que certainement, dans l'intimité, au-delà du personnage public, il devait y avoir des choses très compliquées. Voilà, on a appris après qu'il pouvait être violent, qu'il souffrait d'alcoolisme, et forcément, l'alcoolisme, c'est une forme de suicide lent, c'est une forme d'autodestruction quelque part, et que toutes ces femmes les ont abandonnées en fait. Une par une, il a toujours été abandonné en fin de compte. Malgré sa popularité, malgré l'aura publique qu'il pouvait avoir. Parce qu'une personne publique, c'est une chose, mais une personne dans l'intimité, c'en est une autre, et que ce poids de la célébrité aussi peut être extrêmement écrasant. Pour ça, je dis jamais que je n'envie pas du tout les familles royales qui sont dans la représentation constante, qui sont dans une prison à ciel ouvert, en fait, très clairement. Et c'est aussi pour ça qu'il a dû partir aux États-Unis à un moment donné, parce que le truc, lui, il pouvait pas aller. Ouais, je sais pas, moi, j'aime beaucoup aller à Flunch avec ma famille, et malheureusement, le Flunch de ma ville, de la ville où j'ai grandi, a fermé, hélas. Ça, c'est la pire nouvelle de l'année, je vous assure. Et que nous, on a cette liberté de pouvoir aller dîner dans des endroits très simples comme ça. Lui, en France, il pouvait pas. Donc il était lui aussi dans sa prison à ciel ouvert, et que bon voilà, il installait tout le confort chez lui, il avait ses potes, etc. Mais voilà, après aux États-Unis, je me souviens avoir vu un reportage assez marquant où justement il était dans une espèce de restaurant qui ressemblait à Flunch, où il se servait lui-même en mettant des pièces dans la machine son café, et où il disait bah voilà, moi je peux pas faire ça en France. Et là où il pouvait trouver un peu d'espace pour sa femme et ses filles à ce moment-là,
Bah, c'était aux États-Unis. Parce que nous, on recherche systématiquement des raisons d'évasion fiscale, truc, mais regardez George Clooney, il fait exactement le contraire. Il fuit les États-Unis pour vivre en France, parce que en France, il va pas être envahi de paparazzi, vous voyez. Donc, faut un petit peu raisonner. Et au final, je me suis rendu compte, parce que j'ai réécouté l'enregistrement de ce rêve que je vous dis qui date du 26 juin 2022, donc ça fait 4 ans maintenant. Donc pour me remémorer tout ça, parce que je peux pas me rappeler de tout, bah moi j'enregistre tout, et c'est comme ça que je retiens de plus en plus de choses, et surtout que je peux revenir avec beaucoup de précision sur les éléments. Je me suis rendu compte qu'au début de l'enregistrement, je ne parlais pas en des termes très très élogieux de son épouse Laetitia. Parce que, bah, j'avais une vision d'elle un peu, je sais pas, je la trouvais étrange, sa façon de parler, et cetera, de sourire, un peu forcé, tout ça, bon. Et au fil des reportages et des découvertes, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces femmes l'avaient abandonnée, sauf elle. Et elle l'a supporté jusqu'au bout. Il y a même une fois, je crois, où il a failli mourir, elle lui a sauvé la vie. En le portant toute seule pour le mettre dans la voiture et l'emmener à l'hôpital en urgence, parce que je sais pas pourquoi elle n'arrivait pas à joindre les secours à ce moment-là, et que c'était une petite femme frêle qui faisait quoi, bon, elle est grande, mais elle a un passé d'anorexique, ce qui explique pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et pourquoi Johnny le lui reprochait sans arrêt. Mais que finalement, bah, Johnny, c'est dans l'âge le plus tardif de sa vie qu'il a été le meilleur père. Et ça, c'est une grande leçon de vie aussi, parce que je pense que biologiquement, version conscience collective, nous sommes contraints d'avoir des enfants jeunes parfois, mais au fond de moi, je suis persuadée que plus on a des enfants tard, peut-être que moins biologiquement c'est viable aujourd'hui, sauf qu'avec les technologies de rajeunissement, évidemment on pourra avoir des enfants éternellement. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une maturité psychologique qui survient relativement tard, enfin, qui survient plus à des âges où biologiquement on n'est plus tellement en phase de réaliser tout ça, mais je me suis rendu compte que il a réparé ses blessures d'abandon à travers ses filles adoptives, certes. Il a été sûrement un meilleur papa sur le tard que quand il était jeune, parce que lui-même, il n'a pas appris comment faire, en fait. Il n'a pas appris comment faire. Et cette question du lit immense de 2 mètres sur 4, c'est quoi que ça voulait dire? C'est que moi, le lendemain, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai compris que pour lui, la famille, c'était une véritable obsession, en fin de compte. C'était une obsession très, très importante, parce que lui, quelque part, il est quand même resté au sein de sa famille. Je crois qu'il a été élevé par sa tante avec ses cousines, mais qu'il n'a pas eu l'amour de ses parents. Et le lit, c'est quoi? C'est les parents, c'est le père et la mère. Et que ce besoin d'amour inconditionnel, finalement, bah, il l'a obtenu à travers la scène, et peut-être à travers bah, sa dernière épouse qui est restée quoi qu'il arrive, parce qu'il paraît qu'il était violent avec elle, voilà. Bon, il avait des conduites, certaines dérives, il était infidèle, paraît-il. Bon, voilà, après l'infidélité, enfin bon, moi je vais pas avoir de jugement là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai pas une très très bonne opinion. Mais j'ai pas envie de vexer des gens à travers ça. Mais moi, je suis très très ferme là-dessus, et je pense que dans ma culture familiale, dans nos valeurs, c'est quelque chose de parfaitement inadmissible. Et que pour moi, bah, les gens qui tombent là-dedans, c'est juste que voilà, ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes, c'est tout. Hein. C'est pas le partenaire le problème. Et c'est vrai que du coup, Johnny, ouais, il avait ce besoin d'amour inconditionnel, il avait besoin d'être constamment rassuré. Et que bah du coup ben voilà, il avait ses filles adoptives, il avait sa dernière femme Laetitia, voilà, qui s'occupait un peu de tout le monde, de la mère, de la grand-mère, voilà, qui était un peu l'infirmière pour tout le monde. Le syndrome de l'infirmière, de la sauveuse, on voit dans son enfance, elle s'occupait aussi de son père qui était dépressif. Enfin, voilà, elle a été tout de suite acclimatée à un rôle de sauveuse, on va dire. Ces femmes précédentes, elles en avaient rien à carrer parce qu'elles poursuivaient leurs objectifs propres et leur carrière, et puis que bah, elles n'avaient pas envie d'être des sauveuses, peut-être. Je sais pas, c'est des suppositions. Et puis, bon, bah, l'autre chose, c'est que bah, ces enfants biologiques, effectivement,
bah, il a pas pu vraiment complètement les élever. Je pense qu'il a été très, très absent de par ses tournées épuisantes et cetera et qui peut-être il avait pas le mode d'emploi, puisqu'on lui a pas appris c'était quoi l'amour d'un père et d'une mère. Et bah, lui, il ne savait pas comment faire, il n'avait pas le mode d'emploi parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même conditionné par, par la façon dont on a été éduqué, notre environnement, a forgé notre système nerveux, notre façon de fonctionner, et cetera. En plus des phénomènes épigénétiques, transgénérationnels, et cetera, et cetera. Voilà. En plus, il y a des choses troubles quand même sur le passé de Johnny Hallyday. Donc, c'est un enfant qui est né en 1943, abandonné par son père, mais on apprend coup à coup que son père avait des activités très bizarres avec l'Allemagne nazie qui occupait la France à l'époque, et que quand il était enfant à l'école, en plus, quelque part, on l'embêtait avec ça. En plus, ça veut dire que non seulement il était abandonné, mais en plus, on lui disait, ouais, mais ton père, c'est un collabo, etc. Donc, vous voyez toutes les séries de blessures qu'il a pu avoir. Et donc, pour lui, construire une famille, c'était super méga important. Et que bon, bah voilà, après les mères de ses enfants ont fait leur vie, donc son fils a été élevé par un autre homme aux États-Unis, etc. Ils n'avaient pas les mêmes modes de vie. Johnny, il avait un mode de vie assez destructeur quand même. Je bois, je fais ceci, cela, machin. Et son fils David semblait avoir une hygiène de vie tout à fait respectable, etc. Et quand bien même bah, Laetitia avait tout fait pour essayer de les rapprocher, bon, bah visiblement, il y avait peut-être des matchs qui se faisaient pas, et moi, j'ai rien à juger là-dessus. Je ne suis pas à l'intérieur de cette famille, et je demande pardon par avance si par hasard quelqu'un de sa famille m'écoute. Mais voilà, de ce que j'ai compris, de ce que les médias pouvaient diffuser, de ce que j'ai compris quand je l'ai vu en rêve, et c'est la seule fois où je l'ai vu d'ailleurs, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il était en pleine forme, il était en pleine santé, et il avait adopté un autre style artistique et musical qui allait mieux avec sa voix. Ça veut dire quelque part, sa mission de vie n'est pas terminée en fait. Sa mission de vie de chanteur n'est pas du tout terminée et elle est encore en train d'évoluer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question et je vous invite à commenter, à dire ce que vous en pensez évidemment. Voilà. Donc la seconde partie du rêve de cette nuit est très importante et je vous dirais que c'est très difficile pour moi de vous en parler parce que c'est des expériences qui sont quand même assez personnelles et qui peuvent paraître abracadabrantes et je dis je n'ai pas de psychose particulière, je suis saine d'esprit. Même si j'ai des tendances un peu mélancoliques parfois, etc., ou colériques, voilà, je n'ai pas, voilà, je ne souffre pas de maladie mentale ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est les rêves, c'est depuis que je suis bébé, et c'est de famille. J'ai envie de vous dire que voilà, il y a une part d'hérédité très importante dans ces phénomènes spirituels, puisqu'on est des rêveurs hein, conscients et depuis toujours quasiment, et à des degrés différents, forcément en fonction de chacun, parce que l'hygiène de vie est une variable vraiment très très importante dans la qualité des rêves qu'on va produire, ça c'est évident, c'est tout à fait évident. Et que dans cette clairvoyance contrôlante, en fin de compte, voilà, j'ai mené voilà, ce truc, cette affaire, hein, le transport de ce lit, etc. Donc peut-être qu'il y a eu un petit transfert de compétences ou un transfert de valeur. Peut-être que ce qu'il avait envie de dire à travers ça, c'est que ce qui était le plus important pour lui, c'était la famille, et puis deuxièmement, donc son mariage et sa famille, et deuxièmement, bah, son art, voilà, et il continue sa vie. Deuxième partie du rêve, et là ça devient encore plus sensible, je, je me retrouve chez moi en Normandie, dans la ville où j'ai grandi, et je croise par hasard dans la rue ce qu'on pourrait appeler le diable. Sauf que ne voyez pas le diable genre avec des cornes et une queue et une fourche, non, non, pas du tout, non, non, je croise un homme tout à fait banal, le voisin, le monsieur tout le monde qui pourrait aller acheter sa baguette pour son petit déjeuner le dimanche, pour se faire ses petites tartines beurrées et son café dans son bol. C'était vraiment, vraiment quelqu'un de tout à fait banal. Sauf que quand on est dans ce champ d'information-là, on a une forme de claire connaissance.
on a des capacités qui sont très très différentes et on est capable de percevoir au-delà des apparences des choses. Et cet être involutif était venu pour faire du mal à mon papa et à ma maman. Et je suis venue l'intercepter et lui faire barrage concrètement. Et je l'ai combattu. Je l'ai combattu durement. J'ai employé des techniques que j'utilise depuis très longtemps déjà, à savoir la voix, la récitation du Coran à travers les versets du trône notamment, qui sont très efficaces dans ces circonstances pour dévier tout type de projectiles ou d'attaques. Voilà, mais ça, c'est des trucs que j'ai testés et prouvés depuis très longtemps maintenant. Et désormais, comme je connais Grigory Petrovitch Grabovoi, bah, je combine aussi des connaissances obtenues par ses enseignements, donc à travers ces moments de clairvoyance contrôlante ou de rêve lucide, entre guillemets. Donc j'ai combattu, cet être m'envoyait des attaques, donc chaque attaque était déviée ou neutralisée. Il y en a une seule qui a réussi à toucher mon corps, elle a traversé mon œil gauche et je sais qu'ensuite, pendant des mois, j'ai souffert d'un problème à l'œil gauche, voilà. Pour moi, il y avait un lien direct avec cette attaque parce que c'est la seule qui avait réussi à atteindre mon corps, voilà. Et donc j'ai pu le neutraliser ensuite sans trop de difficultés quand même. Ça a été relativement rapide. Et donc, je l'ai neutralisé, du genre, je l'ai bip, je vais pas dire le mot. Et ensuite, son énergie, je l'ai enfermée dans des objets, dans des planches qui devaient aller aux encombrants devant la maison. Et ensuite, quand j'ai sorti ces planches, je voulais y mettre le feu avec de l'essence pour définitivement neutraliser cette énergie négative. Parce que bon, clairement, c'est des attaques qu'on envoie à ma famille et je suis parfaitement consciente d'où elles viennent, de la part de qui, etc. Bon, c'est pas le sujet en fait. Donc il a été neutralisé et j'ai mes copines d'enfance qui viennent me voir à ce moment-là parce que le quartier apparaissait tel qu'il était à une époque parce qu'entre-temps, il y a eu des travaux qui ont été faits, des bâtiments qui ont été détruits, puis d'autres qui ont été reconstruits, donc ça a changé. Mais là, souvent, je vois l'énergie ancienne. Donc peut-être que c'était aussi un saut dans le passé, parce qu'en fonction de l'environnement, si c'est celui de maintenant ou si c'est celui d'avant, ça donne des indications temporelles, chronologiques, on va dire. Et quand j'ai voulu mettre le feu aux planches, mes copines d'enfance, je pense que c'était un piège et je me suis peut-être fait avoir de ce point de vue. Ils me disent, bah non, arrête, tu vas brûler tout le quartier, ça va pas et tout. Donc, bon, j'ai fait mon mea culpa, j'ai laissé les planches comme ça. Donc il était quand même enfermé dedans, un petit peu comme le génie dans la lampe d'Aladin, quoi. C'était un peu ça, hein. Voilà. Donc bon, ça laissait quand même une porte ouverte à sa libération. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Bah, c'est simple. Parce qu'à partir de là, j'ai eu une prise de conscience assez importante en rapport avec la technologie PRK1U, dont je parle assez régulièrement. Parce que je me suis souvenu de l'épisode dans la Bible où le diable s'est pointé face à Jésus et a essayé de le tenter, de le piéger, mais de plein de façons différentes en fait. Et qu'à chaque fois, Jésus, il a résisté, il a dit non, etc., etc. Et jusqu'au désert, il lui a dit, bah, je mettrai le monde entier à tes pieds de sa machin, viens avec moi et tout. Il lui a dit non. Voilà. Bon, vous savez que Jésus, il arrivait à exorciser des gens en prononçant 2 mots. Voilà, tout lui était extrêmement facile. Et que l'objectif des enseignements de Grabovoi, c'est que nous atteignions ce niveau de conscience-là, chacun, pour que nous puissions faire exactement les mêmes choses, tout simplement. Et je vous raconte pas tout ça pour dire « Ah, bah moi, je sais mieux que vous ». Pas du tout. C'est des expériences que je vous partage parce qu'on a tous ces capacités en nous et que on a tous une façon d'exprimer cette énergie-là. Et j'ai compris vraiment définitivement à ce moment-là ce que représentait le PRK en fait en lui-même. C'est que le PRK1U, j'ai compris à travers ce combat avec le diable qu'en fait c'était tout le champ informationnel du Christ qui s'incorporait en nous petit à petit pour nous donner la force et la puissance de résister à tout cela.
Et j'ai eu d'autres expériences encore en lien avec ça, où j'ai dû combattre encore des entités, des attaques et des choses de cette nature, et que je peux même vous dire que mon chat acquiert les mêmes capacités en vitesse, en dextérité, en anticipation, en prévision, en force, rapidité, enfin tout ce que je peux vous expliquer, voilà, et c'est des... Vous voyez, bon, on a eu l'expérience Johnny Hallyday, mais j'en ai une autre avec Éric Zemmour, par exemple, enfin voilà, j'en ai eu une autre avec un phénomène qui s'était déroulé dans le Pacifique. Euh, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je pense que certaines personnes qui m'écoutent maintenant ou qui suivent les cours avec Evgenia en ont eu vent à un moment donné. Mais tout ça, c'est la présence du PRK en fait qui génère ça. C'est-à-dire que j'avais déjà des capacités avant, mais elles étaient beaucoup plus moindres par rapport à celles d'aujourd'hui, et qui ont commencé à se déployer avec l'arrivée du PRK1U dans ma vie. Voilà, c'est pour ça que je vous explique ça, pour que vous compreniez l'importance que cette technologie peut revêtir dans l'accélération de nos apprentissages et dans l'accélération de notre évolution, parce que cette évolution-là, elle était déjà en cours, elle était déjà là. Mais c'est vrai que cette accélération-là, je pense que sans le PRK1U, elle n'aurait pas pu avoir lieu, si vous voulez. Voilà, après, le rêve de Johnny aurait pu être fait avant ou après, peu ou prou, peu importe. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la puissance de la technologie, et c'est le fait qu'à l'époque, j'avais peut-être pas une maturité suffisante pour comprendre qu'en fait, il demandait un coup de main pour revenir dans un corps physique, hein, tout simplement, et que bah, c'est forcément un processus soit qui est en cours, soit qui est déjà terminé, parce que je suis sûre que parmi Grabova, il y a plein de gens qui aiment beaucoup ce chanteur et qui ont dû déjà travailler sur lui. Voilà, par ailleurs, moi je l'ai fait, et que si je l'ai croisé, c'est simple, c'est parce qu'en fait on est des voisins, tout simplement. On habite à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, je dois être à 150-200 mètres de Marne-la-Coquette, hein, donc voilà, la ville où je demeure, en fait, c'est pareil, c'est voisin, c'est deux villes quasiment jumelles, en fait, c'est tellement petit. Je veux dire, même l'école de musique où j'ai des activités porte le nom de, enfin, du village de Johnny, voilà. Enfin, peu importe, c'est pas pour dire ça. Moi, j'étais même pas au courant qu'il vivait là avant. C'est un ancien collègue de travail à moi qui est fan justement de Johnny, qui me disait, bah, t'habites à côté de Johnny. Voilà, moi, je savais pas. Je l'ai su après. Vous voyez, tellement vraiment, je ne savais pas grand-chose sur lui, quoi. J'ai su ça après. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que malgré tout, il avait beaucoup d'amour pour sa famille, sa femme et ses enfants. Et que, et que voilà, s'il avait envie de transmettre quelque chose aux Français et puis à l'humanité tout entière aujourd'hui, mais je pense que voilà, il n'est connu qu'en France concrètement, c'est voilà, qu'est-ce qui a été le plus important pour moi dans ma vie? C'est ma famille, ma femme, mes enfants, et plus particulièrement la femme qui est restée jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire, en dépit de leur différence d'âge, en dépit de tout un tas de trucs, parce que je me suis rendu compte quand même, elle lui avait apporté énormément. Euh, un moment, il sombrait, sa carrière était au point mort, elle a pris la direction artistique, elle a pris en main des choses, enfin vraiment, elle s'occupait de lui de tout le temps, quoi. Et, euh, et moi, aujourd'hui, je ne doute pas de l'amour qu'elle lui portait, mais absolument pas, quoi. Et quand bien même elle a hérité de tout, et qu'elle vit assez aisément, euh, je pense que c'est la seule femme qui l'ait véritablement aimée ou qui lui a apporté en tout cas cet amour presque inconditionnel, je dirais, euh, que Johnny attendait tout simplement, voilà, parce que voilà, c'est comme ça. On a tout un tas d'âmes sœurs, hein, de familles, de gens qui font partie de nos familles d'âmes, et je pense que le véritable grand amour de sa vie, généralement, on le rencontre assez tardivement. En tout cas pour les gens qui sont plus âgés que moi ou comme moi. Et que d'ailleurs, dans les traditions islamiques, on dit assez aisément que, vous savez, il y a toute cette notion de paradis auquel on accède après la mort ou quoi, parce qu'après l'abandon du corps physique, si vous voulez, on vit dans une dimension où tout est réel, tout est démultiplié au centuple. Ça veut dire, quand on parle des enfers, ils existent, mais voilà, c'est notre état de conscience qui génère ça, tant dans la matière que dans la 5D.
Et que là, quand on se retrouve dans la 5D, eh bien voilà, et on dit toujours dans les traditions islamiques, je sais pas dans les autres traditions bibliques ou autres, ce qu'on dit, mais vous savez que dans l'islam, le mariage et le divorce est quand même toléré. Le divorce est, on va dire qu'il est toléré, mais c'est pas quelque chose de bien vu, très honnêtement, mais c'est toléré dans des cas vraiment, véritablement extrêmes. Il y a un dicton qui dit toujours qu'en fait, après l'abandon du corps physique, on est censé aller quelque part, soit le paradis, soit autre. Je vais pas prononcer le nom. Et on dit toujours que c'est le dernier conjoint qui nous suit dans cette demeure-là. Voilà. Et je me dis quand même qu'il n'y a pas de hasard en fait avec la vie, parce que vous vous rendrez compte de toute façon que qu'on change. À 20 ans, on veut une chose, à 25, on en veut une autre, à 30, on change. Et que je pense qu'aujourd'hui, on assiste à des périodes où il y a des couples qui vont beaucoup se défaire, parce que ce ne sont pas des vrais couples, voilà. Et que la vérité fondamentale, dans l'enseignement de Grabovoi, on le dit, le couple, c'est vraiment la base. C'est une unité de contrôle à elle toute seule, et dans plein de religions, la famille, le couple, la structure de la famille est extrêmement importante. L'harmonie familiale est très importante dans l'enseignement de Grabovoi, donc pas de hasard. Johnny est venu me rappeler l'importance de l'harmonie familiale. Le lit et la chambre à coucher représentent véritablement la famille dans les limites nucléaires, hein, quand même. Voilà. Mais la famille élargie, je pense que c'est plus que ça. Et la famille, finalement, qui est restée jusqu'au bout, qui était là, que les enfants qu'il a vu grandir, etc. Voilà, il n'y a pas de regret à avoir, parce que vous voyez que ses filles adoptives le pleurent jusqu'à maintenant. Sa dernière épouse aussi, bon, les autres aussi l'aimaient beaucoup, mais elles ont fait leur vie, elles se sont remariées avec d'autres personnes, et que je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et de compassion envers ça, et d'empathie aussi envers Johnny qui, dans son être blessé, a pris peut-être des décisions pas cohérentes, mais qui arrivent dans beaucoup de familles, malheureusement, et puis qu'après tout, ben, nos parents ne nous doivent absolument rien, j'ai envie de vous dire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai envie de dire, je donnerais n'importe quoi, mais aujourd'hui, pour que mes parents vivent éternellement, et même partent, c'est pas grave, du moment qu'ils vivent épanouis et heureux, parce que je sais qu'ils resteront ensemble encore à ce moment-là, voilà. Donc sur ce, je vous laisse méditer sur cette expérience musicale et familiale en lien avec cette rencontre avec Johnny. Et puis je vous souhaite en tout cas un très très beau dimanche. Et pensez à boire, pensez à fermer vos volets pour empêcher la chaleur de rentrer, et pensez vraiment à prendre des brumisateurs, aspergez-vous d'eau, prenez des serviettes mouillées, etc. Enfin voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.